mieux comprendre ses névroses, mieux se comprendre, mieux se connaître, pour pouvoir être plus en harmonie avec soi-même, trouver une posture juste. C'est exactement ce que propose de faire mon invité du jour qui s'appelle Thierry Johnson, qui est un chirurgien belge devenu psychothérapeute et qui a une approche globale de l'être humain. Et ensemble, on parle de ces névroses, de comprendre comment elles naissent en nous, mais aussi comment elles s'expriment à travers nos attitudes, mais aussi à travers nos corps, à travers nos relations, à travers notre éducation. C'est passionnant, je peux vous l'avouer. Ce livre, je l'ai trouvé incroyablement enrichissant pour moi. Donc j'espère que vous allez aussi adorer cette conversation que moi je trouve très profonde, très douce et en même temps extrêmement intense. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour Grégory. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de névrose, on va parler de posture juste, d'alignement. Je voudrais savoir comment vous êtes arrivé, vous, de votre côté, à ce genre de travaux sur vous-même. D'abord, quand vous dites ce genre de travaux, je pense travaux sur soi-même, oui, j'entends. Mais ça parle d'un travail bien particulier qui est un travail à travers le corps. Et j'y suis arrivé parce que depuis tout petit, depuis l'enfance, j'ai un corps qui posait des problèmes, à savoir que les autres s'en moquaient beaucoup, que je n'étais pas à l'aise dans ce corps et que j'ai dû faire beaucoup de gymnastique médicale pour le corriger. Et puis, à la suite de ça, naturellement, en voulant m'adresser aux autres et à soulager la souffrance autour de moi, j'ai été vers la médecine et dans la médecine, j'ai choisi la chirurgie. Et donc le corps était vraiment central, je pouvais toucher, je pouvais sentir, c'était très important pour moi, c'était sans doute aussi un moyen de rester incarné, parce que j'étais un enfant un peu mystique comme ça qui pouvait partir un petit peu en dehors de notre monde. Et lorsque j'ai quitté mon métier de chirurgien, naturellement, en m'intéressant plus à l'aspect psychologique de la personne humaine, eh bien, je suis allé vers ces approches dites psychocorporelles. Et c'est de ça que je parle, c'est cette posture qui est à la fois physique, émotionnelle, intellectuelle, cette présence dans le monde de tout notre être, de toute notre individualité indivisible. Mais voilà, c'est mon chemin qui m'a amené à avoir besoin de toucher la matière pour y rester. C'est incroyable. En fait, je me pose aussi une question bête, mais comment on quitte le métier de chirurgien? Enfin, c'est un mouvement qui est pas simple. Ça demande des études qui sont tellement approfondies. C'est un métier qui est tellement fort que de le quitter pour aller vers une autre approche, même si finalement c'est éloigné. C'est pas éloigné parce qu'on est dans le soin de l'autre, bien sûr, mais c'est une approche différente malgré tout. Mais vous savez, je n'ai pas quitté mon métier de chirurgien pour aller vers autre chose. Je l'ai quitté parce que je ne pouvais plus l'assumer. Et c'est un très beau métier, mais la manière dont je l'ai fait, qui était certainement guidée par un besoin de réparer des blessures de l'enfance, un besoin de me rassurer, d'avoir une forme de reconnaissance. Et la manière dont j'ai pratiqué ce métier était épuisante, à savoir que je voulais gravir les échelons d'une hiérarchie universitaire. J'ai dépensé énormément d'efforts pour tout cela et arrivé vers l'âge de 33-34 ans, j'étais épuisé. Et comme je n'avais pas encore vraiment fait un travail sur moi, je n'avais pas vraiment regardé ce qui s'était passé en moi pendant toutes ces années, j'avais tendance à accuser le monde extérieur. Et naturellement, j'ai pensé que l'herbe serait plus verte dans un autre monde. Et comme ça, un matin, j'ai entendu une voix qui me disait, mais je l'ai vraiment entendu, cette voix, si tu restes ici, tu vas mourir. C'était le jour où je prenais des fonctions plus importantes dans la hiérarchie universitaire et j'ai vraiment entendu que si je restais là, j'allais crever. C'est vraiment les mots, c'est tu vas crever. Et je crois que c'est vrai, si j'étais resté, j'aurais tué en moi l'être beaucoup plus doux et moins combatif, moins agressif en tout cas. J'aurais tué le poète, j'aurais tué l'enfant intuitif que j'avais été et je me
félicite d'avoir osé. Et en même temps, il m'a pas fallu oser, parce que, vous savez, s'il y avait le feu à l'endroit où nous nous trouvons, je crois qu'on sauterait par la fenêtre pour pas se laisser dévorer par les flammes, et il nous aurait probablement pas fallu beaucoup de courage. On aurait trouvé une voie pour sauver sa peau. Et moi, en quittant le métier de chirurgien et cette manière de le pratiquer, je sauvais ma peau. Donc, il m'a pas fallu du courage, il m'a pas fallu de réflexion, c'était naturel. Après, il a fallu du cran pour assumer les conséquences de ce choix, parce qu'il s'agissait bien d'un choix et pas d'une décision. Pour moi, je fais clairement la différence dans le sens où une décision résulte d'un exercice mental qui pèse les pour et les contre, alors que un choix, c'est tout l'être qui dit oui ou non. Et un choix ne se justifie pas. Il n'y a pas de pour et de contre. C'est tout l'être qui y va. Et après, on assume les conséquences de ces choix, mais on ne les regrette pas. Parce qu'on pouvait de toute façon pas faire autrement. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que je continue à le vivre. Non, mais j'adore. Je trouve ça hyper. Je suis assez touché en fait. Et puis cette douceur dont vous parlez, on l'entend énormément dans votre voix, donc ça me touche d'autant plus. Dans votre livre, donc qui s'appelle La posture juste, vous parlez de 5 névroses, et j'aimerais bien qu'on rentre dedans parce qu'en fait, ces 5 névroses, on les a toutes et tous, les 5. Moi, évidemment, je me reconnais plus dans une des 5, mais j'imagine, je vois un petit peu les autres pointer le bout de leur nez aussi. Moi, je suis très clairement beaucoup plus oral qu'autre chose. Mais j'aimerais qu'on les couvre et surtout qu'on parle, parce que moi, j'ai trouvé ça passionnant, de la posture physique, c'est-à-dire de l'impact de cette posture mentale et l'impact que ça peut avoir sur notre physique et donc notre morphologie finalement. Oui, en fait, vous savez, moi, oui. Que dites-vous ? Non, allez-y. Pardon, je disais, je n'ai rien inventé. Ce que je présente dans ce livre, c'est quelque chose qui m'a bouleversé lorsque je l'ai découvert, et je l'ai découvert grâce à la lecture ou à travers la lecture des ouvrages de Wilhelm Reich, d'Alexander Lowen et de John Pierrakos. Et en fait, pour contextualiser ça, il faut simplement se rappeler que Wilhelm Reich était un élève de Freud et qui, comme Carl Gustav Jung d'ailleurs, était très apprécié de Freud, mais en même temps, ces deux hommes ont été ses dissidents. Parce que Jung disait à Freud, il faut voir l'être humain pas simplement comme un ensemble de névroses au niveau de sa personnalité, mais voir qu'il y a une dimension plus profonde qu'il appelait le soi. Et cette dimension de conscience et donc d'esprit, de spiritualité. Et puis Reich disait, il faut surtout pas oublier le corps, parce que tout ce que nous vivons émotionnellement et au niveau de la psyché, au niveau de la pensée, a une inscription corporelle, a automatiquement une traduction même dans notre biologie et puis dans les mouvements, les postures, les élans énergétiques de ce corps. Et Reich a été très combattu par les psychanalystes parce que justement la psychanalyse proposait de analyser la pensée, analyser les émotions, mais pas forcément de les vivre dans le corps. Et c'était d'ailleurs le produit d'une époque qui avait totalement exclu le corps, valorisant la démarche intellectuelle à outrance. Or, on sait aujourd'hui que un intellect, un mental, une réflexion ne fonctionne bien que si elle est inspirée, si elle est, nourrie d'une information venant de la réalité matérielle, physique, de la réalité corporelle. Mais du coup, moi, quand j'ai découvert ces travaux venant de la chirurgie et de cet intérêt pour le corps qui était mon lieu d'incarnation, alors que j'avais du mal à l'habiter quand j'étais enfant, et ça a été une vraie révélation, la découverte des travaux de Reich et de Lowen, qui était un de ses élèves, qui avec John Pierrakos, un autre de ses élèves, les ont prolongés dans ce qu'on a appelé l'analyse bioénergétique. Bioénergétique parce que libération de l'énergie de vie, qui est contenue à travers toutes les tensions, les déformations de la posture, qui essayent de maintenir, de ne pas sentir toutes ces émotions, tout ce vécu psychologique dans le corps.
Et donc, comme vous le disiez, Reich a montré que au cours de notre développement, nous avions différentes étapes que nous avons tous, auxquelles nous avons tous été confrontés, et que ces différentes étapes réveillent en nous des peurs qui mettent en branle des systèmes d'adaptation qu'on pourrait appeler presque systèmes de défense, qui sont carrément inscrits dans notre cerveau reptilien à un niveau de la survie. Ce sont des comportements automatiques qui, à force de s'installer, deviennent conditionnés. Et Reich a montré que ces conditionnements, mettent en place des traits de caractère, et que ces traits de caractère, on peut les qualifier de névrotiques, dans le sens où la névrose, c'est un système de comportement qui recrée exactement ce que ces comportements étaient censés éviter ou permettre d'éviter. Je donne un petit exemple. J'ai adoré cette idée d'ailleurs. Oui, allez-y. Oui, mais c'est notre vie de tous les jours. Et vous parliez du fait que, à travers la présentation de cette personnalité, de ces traits de caractère, vous étiez particulièrement reconnu dans le trait de caractère dit oral, qui est lié à la peur de perdre le lien, et qui fait que le lien qui s'est fait par la bouche chez l'enfant, à travers la nourriture, et fait qu'après on appelle à ce lien, on recherche même parfois une fusion, on peut être très en demande d'être rassuré quant à la présence et à la pérennité du lien, et ce trait de caractère oral, cette peur de perdre le lien, elle va mettre en place toutes sortes de comportements qui sont automatiques, des comportements de survie qui peuvent aller vers la recherche de fusion. Et alors l'autre finit par étouffer dans la relation et il n'a pas d'autre choix que de s'en éloigner, et donc nous revivons la peur de perdre le lien. Ou alors on peut être dans une forme d'hyper-autonomie parce qu'on a tellement peur de demander le lien qu'on préfère dire qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, tout au fond de nous, on a une immense frustration parce que ce lien n'est pas là. Et donc, on se reblesse par notre comportement en ayant une absence de lien. Vous voyez ? Et cette névrose, c'est fascinant parce que plus je l'ai découverte, que je l'ai vue chez moi, et vous avez raison de dire que nous avons tous ces traits de caractère et tous ces comportements névrotiques, et qu'en même temps, on va pas forcément les voir tous au même moment. Ils vont se réveiller à certains moments de notre vie plutôt qu'à d'autres, et dans certaines interactions, parce que ça dépend des dynamiques relationnelles. Moi, je suis parfois avec des personnes qui sont très masochistes, comme on décrit dans ces traits de caractère, de personnes qui ne disent pas leurs besoins, qui ne disent pas leurs limites, parce qu'elles ont peur de perdre le lien si elles les montraient leurs limites. Alors moi, j'ai tendance à me comporter de façon un peu psychopathe, c'est-à-dire je domine la relation. Mais dans d'autres cas, je suis très masochiste, c'est-à-dire que parce que j'ai peur de perdre le lien, je peux me retrouver face à des personnes plus psychopathes que moi dans ces cas-là, qui commencent à dominer la relation et à nier complètement mes besoins que je n'ose même plus exprimer. Et vous voyez, ces dynamiques se mettent en place, se réveillent à certains moments, et plus on accepte de les regarder, plus on a une possibilité de ne pas tomber dans le piège, de ne pas recréer la souffrance que nous cherchions à éviter, et au contraire, d'avoir cette posture que j'appelle juste, parce qu'elle favorise beaucoup plus d'harmonie, de vie et d'énergie dans notre existence. Merci. J'aimerais bien qu'on puisse les couvrir rapidement, les 5, et que vous nous disiez, typiquement un corps qui est plutôt dans l'oralité, il ressemble à quoi ce corps ? Le corps oral, c'est un corps qui s'effondre. Et d'ailleurs, on peut le sentir dans notre vie de tous les jours. On peut avoir des moments comme ça d'effondrement. Nos épaules tombent, le thorax se creuse. Et le creux de l'estomac, qui est justement le primum movens de ce mécanisme, où au moment où le cordon ombilical a été coupé, l'enfant a ressenti
l'hypoglycémie, puisqu'il n'était plus nourri par la mère. Et cette hypoglycémie, la nature est très bien faite, elle se manifeste au niveau de l'estomac, puisque c'est cet estomac qu'il va falloir remplir. Et elle se manifeste par une sensation de vide. Et tout le corps peut s'effondrer autour de cet estomac, les épaules tombent, le thorax se creuse, le regard est à la recherche d'une aide extérieure, on envoie comme ça de l'énergie pour pomper le monde extérieur, et les autres finissent par trouver qu'on leur pompe l'air et ils s'éloignent. mais du coup, la réponse à cet effondrement, l'ajustement, c'est de se redresser et de se sentir rempli de l'intérieur. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être un peu compliqué d'expliquer ça comme ça, sans qu'on voit le corps, mais si j'étais devant vous là, en présence, je vous mimerais ce geste de se redresser, de remplir la poitrine et à l'expiration de sentir ce souffle qui descend vers l'estomac. Ça change tellement la perception intime, la perception au niveau du cerveau reptilien, que tout de suite, il y a un sentiment de réassurance, de sécurité qui fait qu'on est beaucoup moins dans la demande d'être rempli par le monde extérieur. Quelque part, on s'ancre, non ? Enfin, j'ai l'impression que quand vous écoutez, j'entends cet ancrage. Oui, l'ancrage, vous savez, moi je suis pas d'une formation chirurgicale pour rien. Je veux dire, quand on pratique la chirurgie, il faut être très précis. Il faut être dans le discernement. Et je pense que ce que j'essaye de faire, c'est une vraie chirurgie de l'âme, c'est-à-dire de vraiment comprendre d'où viennent les mouvements et les postures, d'où viennent ces névroses, et d'agir vraiment à leur origine. Alors, la première grande névrose que nous avons, elle est liée à la peur du contact. Et le contact qui est douloureux pour l'enfant qui arrive dans ce monde, c'est assez terrifiant, tous ces contacts rudes, froids ou très contrastés. Et la première réaction face à une peur de contact, eh bien, c'est la déconnexion, qu'on peut appeler la fuite, mais avant même de fuir, c'est se déconnecter. On peut se déconnecter par la pensée, partir dans ses rêves, ou effectivement, on peut se déconnecter en prenant ses jambes à son cou. Mais c'est la première défense du vivant qui avait fait écrire à Henri Laborie l'éloge de la fuite. Parce que ça soit un animal dans la savane ou une cellule dans un laboratoire, une cellule sur laquelle on déverserait un produit toxique, la première réaction, c'est le retrait. C'est la coupure de contact. Et du coup, on se déconnecte de notre ancrage, on se déconnecte de la réalité, du ici et maintenant, des contingences du monde physique qui peut nous faire peur, et on a tendance à partir dans nos rêves. Et donc, oui, c'est un ancrage à la fois psychologique qu'il faut, être présent, accepter le réel tel qu'il est, l'embrasser tel qu'il est, et physique, et rester dans notre corps, rester en contact avec nos sensations, et rester en contact avec la terre. Et énergétiquement, ça se manifeste, et les orientaux qui ont beaucoup travaillé le corps l'ont très bien compris, notamment dans le yoga ou le qigong, ça se manifeste par déverrouiller les genoux, sentir le poids du corps venir à la rencontre de la terre, respirer profondément jusque dans son bas-ventre et sentir qu'on a des jambes. Hein. Donc c'est vraiment à la fois énergétique, psychologique et physique. C'est tout l'être qui est convoqué dans cet ancrage. Mais juste après, il y a, comme on l'a dit là tout à l'heure, la peur de perdre le lien, parce qu'une fois que le contact est fait, il y a un lien. Et le lien passe par la nourriture. Et au départ. Et donc, c'est cette sensation de vide dans l'estomac, avec cet effondrement et l'ajustement nécessaire qui est au contraire de se redresser, de se rendre compte qu'on a des ressources intérieures, qu'on n'est pas que dépendant du monde extérieur. Mais juste après, et c'est au moment où l'enfant commence à vivre son autonomie, vers 1 an et demi, 2 ans, qu'il est confronté aux exigences du monde extérieur, en particulier aux exigences des adultes qui s'occupent de lui. Et alors l'enfant va rentrer dans une phase de non. Il va dire non à tout pour exister comme il l'entend. Et quand ce non n'a pas pu être dit clairement,
Il est d'ailleurs alors très difficile de dire oui franchement, parce que tant on n'a pas pu dire non clairement, on n'est pas en sécurité, donc on peut pas dire oui franchement non plus, donc on biaise un peu, on dit oui mais on fait quand même non, et on rentre dans cette attitude que je qualifie, comme Reich le faisait, de masochiste, parce qu'on ne dit plus ses besoins, on ne dit plus ses limites, tout ça pour pas perdre le lien plus profondément dans notre oralité, et alors on vit un peu caché dans un corps qui contient l'énergie, qui contient la colère, parce que la colère est liée à un besoin, et donc on n'ose pas dire ses besoins, mais du coup on sort pas ses colères non plus, ou quand on les sort, elles sont inappropriées, exagérées, explosives, et ce masochisme demande vraiment d'apprendre à s'ajuster en s'ouvrant, en osant s'exprimer, en ne bloquant pas la gorge, en disant sa vérité, en prenant conscience de ses besoins et en osant les confier aux autres. Mais alors, il y a un quatrième événement, c'est que l'enfant, surtout quand il commence à analyser les situations vers l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très cohérente, que les adultes le manipulent parfois avec des discours qui ne sont pas toujours très très alignés, et l'enfant commence à se sentir non seulement trahi, mais il se demande même s'il a de la valeur, et il a une forme de blessure narcissique. On parle aujourd'hui de perversité narcissique. Personnellement, je préfère reprendre ce que Reich nous proposait et d'appeler ça de la psychopathie. Bien sûr, c'est pas la psychopathie des tueurs en série, mais il y a une petite psychopathie ordinaire que nous avons tous et qui est de manipuler les autres, de pas toujours, de vouloir les séduire déjà, ou alors quand ils échappent à notre contrôle, eh bien de les culpabiliser, de les agresser, de devenir parfois très violents. Parce qu'il y a cette volonté de contrôler la relation. Et là, on sort de soi, on se décentre, et on se désancre d'ailleurs en même temps. Et tout l'ajustement, c'est au contraire de se recentrer, de ne pas chercher à contrôler le monde extérieur, de ne pas chercher à le convaincre, pas chercher à ce qu'il nous donne raison pour renforcer la mauvaise image que l'on a de nous du fait de notre blessure narcissique, enfin pour renforcer, pour rassurer la mauvaise image que nous avons de nous du fait de cette blessure narcissique. Et alors, ce recentrage fait que quand nous nous ouvrons, eh bien, nous ne sommes pas dans la volonté de convaincre. Nous sommes simplement là pour témoigner de qui nous sommes, et nous ne créons pas de tension, de combat, de jeu de domination ou de soumission, qui sont les jeux de la vie ordinaire, pour chacun de nous. Nous sommes dans cette vie ordinaire en train d'avoir peur de perdre le lien, et du coup de nous écraser ou de dominer de façon soft par la séduction, ou un peu plus agressive par la culpabilisation, voire carrément l'agression ou la punition. Et alors, par-dessus tout ça, vient une cinquième névrose qui s'installe très tôt dans la vie, mais qui va être très renforcée au moment de l'adolescence, parce que l'être que nous sommes à l'adolescence se rend bien compte que il va devoir vivre dans le monde des adultes, puisque son corps est un corps qui devient un corps d'adulte, et que dans ce monde d'adulte, il y a beaucoup de conventions, beaucoup de règles à respecter, beaucoup d'interdictions à être spontané et authentique. Et ce qu'on pardonne à un enfant, on le pardonne pas forcément à un adulte. Et du coup, après la crise d'adolescence, il y en a beaucoup qui vont rentrer dans les rangs. On est tous rentrés dans les rangs d'une certaine manière, et on a fait croire à une image un peu lisse, une image rigide de nous-mêmes, qui cache toute cette vie ordinaire, tout ce que j'appelle le bordel de notre peur de perdre le lien, de nous écraser, de dominer, enfin la vie des êtres humains que tous nous avons tous en nous. C'est fascinant, et nous le créons tous à l'extérieur de nous. Et rien que la crise que nous vivons aujourd'hui à travers cette Covid-19 révèle tellement de cela, où on a des gens qui s'écrasent, qui ruminent, qui sont en colère et qui n'osent plus exprimer leur vérité, et puis d'un autre côté d'autres qui les culpabilisent, qui les infantilisent, et on est dans ce grand jeu qui devient tellement caricatural. Mais c'est tant mieux, parce que plus c'est caricatural, plus on est obligé de le regarder. Et alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête. C'est un peu le problème.
La première, c'est en fait quand j'ai lu votre livre, que j'ai trouvé passionnant, mais je vous l'ai dit, j'ai une amie, ma meilleure amie en réalité, qui me parlait de ses enfants et je lui ai lu tout un passage. Parce qu'il y avait une problématique de colère. Je lui ai lu tout un passage de votre livre et je me pose une question qui est, alors on peut pas, j'imagine qu'on ne peut pas empêcher un enfant d'avoir des névroses, c'est-à-dire qu'un enfant par définition, comme n'importe quel être humain, sera névrotique. Est-ce qu'on peut néanmoins, à travers l'éducation, soulager ces névroses ou en tout cas mieux les comprendre pour mieux y répondre? Oui, bien sûr. Après, la première chose, c'est de ne pas culpabiliser si on constate, et ce qui est inévitable, pas de constater, parce qu'il y a des gens qui constatent jamais, mais si on commence à avoir une conscience qui s'éveille en nous, on constate que effectivement, on a été source de blessures pour l'autre, on a été parfois inducteur de ces névroses. Et puis aussi, on est bien obligé d'accueillir, d'accepter le fait que nous sommes porteurs de ces névroses aussi. Et il n'y a pas à s'en vouloir de cela, parce que ça serait d'ailleurs une volonté, ça répondrait à une volonté de nouveau très rigide, d'avoir une image toute lisse d'une perfection. Mais la vraie perfection réside dans notre imperfection, parce que nous vivons dans un monde, alors là mon propos va être un peu spirituel, mais nous vivons dans un monde de dualité. À savoir que le cerveau que nous avons, la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde, identifie des entités séparées, alors que finalement, nous ne sommes qu'une grande chose. Ce monde, c'est toutes sortes d'énergies, de vibrations qui fonctionnent les unes avec les autres, mais notre cerveau perçoit des entités séparées, et donc il vit la dualité. Il vit moi et l'autre, moi et le monde extérieur. Et en plus, notre cerveau identifie une ligne du temps, avec un début et une fin, donc une conscience de notre potentielle disparition. Et du coup, la peur de disparaître va engendrer dans cette dualité tous ces comportements qui sont censés ne pas nous confronter à cette peur de disparaître et qui les recréent. C'est fascinant. Mais en même temps, ça fait partie, et les grandes spiritualités encore vivantes nous le disent. Je pense par exemple à la spiritualité de la non-dualité en Inde. Elles nous disent, c'est inévitable parce que nous sommes dans le temps et dans l'espace, nous sommes dans le monde de la lumière qui crée de l'ombre, donc il y a des formes, et s'il y a des formes, eh bien, il y a des entités qui se croient différentes et séparées les unes des autres. Donc c'est notre condition. Après, quand on a compris ça, on peut retourner dans un endroit qui refait l'unité, et cet endroit-là, c'est le cœur. Le cœur, pas rien que l'organe physique, c'est qui est d'ailleurs, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est quand même un miracle, ce petit groupe de cellules qui tout d'un coup est le lieu d'une dépolarisation avec une décharge électrique, et c'est ce qui fait que nous sommes vivants, c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est ce cœur énergétique, c'est cette poitrine qui se détend et qui accueille les choses sans plus les vivre du côté de la peur, mais qui comprend qu'en fait nous sommes un. Que dans cette énergie d'acceptation qu'on peut appeler énergie d'amour, mais une acceptation sans condition, un amour inconditionnel. Nous sommes une chose, et nous sommes là pour nous regarder les uns les autres comme des parties de cette chose. Et nous sommes la vie, en fait. Et quand on est dans cette perspective-là, même si on ne peut pas empêcher de vivre la névrose ou de la faire vivre aux autres dans les dynamiques qui s'installent entre nous et eux, on peut venir apporter de la guérison de cette névrose, parce qu'on ouvre son cœur, parce qu'on commence à regarder l'autre non pas comme différent de moi, mais déjà en se disant « Ah ben oui, lui aussi, il a les mêmes peurs, les mêmes blessures, ça se manifeste pas toujours de la même façon, mais ça répond au même principe. » Et surtout, derrière cette personnalité qui est faite de tous ces comportements névrotiques, il y a l'être. Et l'être, c'est cette conscience que je suis, c'est la conscience qu'est l'autre, c'est ce cœur qui s'ouvre, et là on est un. Et du coup, on s'ajuste différemment aux autres, on les reblesse moins, ou quand on se rend compte qu'on les a blessés, on peut leur montrer qu'on l'a vu et qu'on en est désolé.
Et ça apporte énormément de guérison. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux faire. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, même si c'est des mois ou des années après, je peux m'excuser par la suite. Et c'est tellement important. Et dans l'éducation des enfants, parce que vous faisiez référence à votre ami, mais c'est de pouvoir, mais pour ça il faut en tant que parent avoir fait ce chemin. Et fort heureusement, moi je le vois à l'école de la posture juste, je vois bien les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui n'ont pas eu les parents que ma génération a eu. Ils ont eu des parents, pour beaucoup, qui avaient déjà une ouverture, qui avaient fait un travail sur eux, qui ne considéraient pas que ce travail était réservé aux fous ou aux débiles mentaux, mais que c'était le travail d'une vie, c'était le travail d'un être humain, de se connaître. C'est ce que les Grecs déjà nous disaient, et bien avant eux les Égyptiens, connais-toi toi-même, tu connaîtras les autres, et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est ce travail-là qui n'est pas réservé qu'aux gens dits malades. Et du coup, je vois bien que ces jeunes générations ont un niveau de conscience où plus facilement elles peuvent alors dire bah oui, j'ai merdé, c'est vrai que j'ai réagi avec mes peurs, et elles peuvent le reconnaître et aller le dire à l'autre. Et ça, on n'imagine pas la puissance de désamorçage des souffrances en fait. Et des répétitions des souffrances, parce que c'est ça le drame, c'est qu'on répète sans arrêt de génération en génération, ou même au sein d'une seule vie, on répète les mêmes schémas de comportement, donc les mêmes blessures. Alors, avant d'aller dans le transgénérationnel, je suis pas sûr qu'on ira là, mais ça peut être hyper intéressant d'y aller. Alors, je sais pas dans quel ordre les poser ces questions, mais je vais vous en poser une et puis l'autre. La première, c'est, on a parlé de la posture de corps, de l'oralité. Vous pourriez rapidement couvrir les autres postures de corps des différents, des quatre autres. Alors, la première, je disais, c'est cette peur du contact qui fait qu'on se déconnecte. Et ce sont des corps. Alors, on s'entend bien. On va pas classer les gens dans une colonne ou dans une autre. On va retrouver dans un corps comment l'énergie. En fait, ce qui compte, c'est de comprendre comment l'énergie est distribuée, comment la vie est exprimée. Et on va voir chez la personne qui a peur du contact que l'énergie va se déconnecter de la terre, donc tout va partir vers le haut. Ce sont des gens qui sont pas forcément grands, mais ils sont d'une silhouette élancée. Ils ont beaucoup d'énergie dans le crâne, beaucoup d'énergie dans la tête, des grands yeux qui regardent le ciel. Ils sont très inspirés, ça fait des artistes, mais s'incarner est beaucoup plus compliqué. Et rentrer dans le temps, dans l'espace. D'ailleurs, heureusement que les artistes ont parfois des galeristes qui sont beaucoup plus incarnés d'eux pour faire connaître leur travail. Mais en même temps, ce sont des corps qui ont tendance parfois à être en scoliose, sur une jambe. Vous voyez, l'axe n'est pas là. La personne est comme un peu absente, un peu évanescente. Les yeux sont un peu vitreux ou rêveurs. Et donc voilà, quand on fait l'ajustement, qui est de s'ancrer, de déverrouiller les genoux, de descendre, de sentir qu'on a des pieds, d'incarner tout ça dans son ventre, on sent tout de suite l'énergie se répartit autrement. Et bien souvent, ces personnes d'ailleurs notent un changement même dans la façon dont elles pensent. Elles partent moins loin dans leur délire parfois et elles reviennent dans des choses beaucoup plus concrètes. Après, on a parlé de la peur de perdre le lien avec cet effondrement, ces épaules qui tombent, ce thorax qui se creuse, ce sentiment d'être vide, et cette tendance avec des grands yeux qui vont chercher à l'extérieur, et puis des attitudes où on parle beaucoup, on a besoin d'être nourri, d'attirer l'attention, on se plaint aussi. Donc toute cette recherche de support venant du monde extérieur qui nécessite un ajustement, je l'ai dit là tout à l'heure, de se redresser, de se remplir de l'intérieur, de sentir qu'on n'est pas vide. Et rien que de le sentir, c'est impressionnant, mais le cerveau commence à fonctionner autrement. Et puis, je parlais de cette tendance que nous pouvons avoir, que je qualifie de masochiste, à taire nos besoins, à plus dire nos limites, à garder nos colères qui sont là pour remplir nos besoins. Et ce sont des corps contenus, avec les épaules qui remontent, le cou qui se fait court, une tendance à l'embonpoint. On mange peu, mais finalement on grossit très vite, parce qu'on se protège, on contient, l'énergie ne circule plus, elle n'est plus exprimée, et il y a une forme d'inertie.
Et dans les comportements, ça va se sentir. Hein. Ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle des passifs agressifs, des gens qui ne bougent plus, mais ça devient presque une forme de manifeste agressif de ne pas bouger. C'est une façon de prendre sa place malgré tout, en protestant par l'inertie. Après, il y a ce 4e trait de caractère que j'ai qualifié de psychopathe, où là, le corps est totalement décentré, l'énergie va vers le haut, les hanches sont étroites, le torse est gonflé, la poitrine est proéminente, il y a une volonté de contrôler le monde extérieur, on sent que c'est fait pour impressionner, l'œil est perçant, et dans certaines attitudes, même si on n'a pas ce corps qui s'est construit comme ça, parce que tout ça est très subtil, mais en même temps, on peut sentir ce mouvement qui nous habite dans certaines situations, notamment des disputes où on est face à l'autre et on peut aller jusqu'à la mauvaise foi pour avoir raison. Et on sort de soi carrément. On est hors de soi. Et puis, et là justement, je le disais, c'est de se recentrer, de s'ancrer en même temps et de revenir et d'ouvrir son cœur. Parce que le psychopathe en nous a le cœur fermé sur l'autre. Il l'utilise pour se rassurer, mais il ne voit plus l'autre. Et donc, il peut être odieux, il peut être vraiment odieux. Et il veut être aimé en étant odieux, ce qui est évidemment contre-productif et finit par créer beaucoup de désespoir chez lui. D'ailleurs, ce mot de psychopathe, ça vient du grec psyché et pathos, c'est une vraie souffrance de l'âme, hein, parce qu'il y a une vraie blessure profonde au niveau de la valeur qu'on s'est attribuée. Hein. Et puis il y a ce corps rigide qui lui est très raide. Il n'a pas besoin de faire de gymnastique, hein. Les muscles sont très dessinés, mais ils sont tellement tendus, tellement contractés. Il n'y a pas beaucoup de spontanéité dans ce corps. L'œil est froid. Il y a une espèce d'image parfaite, mais lisse, et ça dégage quelque chose de froid, de métallique. C'est pas forcément agréable d'être en face de quelqu'un de très rigide. Mais nos sociétés adorent ça. Elles renforcent ces corps rigides parce qu'on aime les gens qui marchent comme des petits soldats. Et nos sociétés adorent aussi les psychopathes parce qu'on est fasciné par ceux qui dominent, qui prennent des parts de marché, qui sont remplis de succès, quitte à avoir du sang sur leurs mains pour obtenir ce succès. On valorise, on adore, parce qu'on est finalement très masochiste et on adore les gens qui ne le sont pas. Ils nous rassurent. Ouais. Donc il y a le bicentenaire de la mort de Napoléon. On se demande s'il faut le fêter ou pas. Et beaucoup de gens restent très fascinés par Napoléon, qui était un gentil petit psychopathe qui avait besoin de se rassurer en disant qu'il était le meilleur et qui a quand même entraîné l'Europe dans le feu et le sang pour sa petite personne. Alors, il a sans doute fait des choses intéressantes, mais rendons à César ce qui est à César. La psychopathie de Napoléon est réelle. Ça n'a pas fait que du bien. Ça n'a pas fait que du bien à nos sociétés. Ça c'est clair. Et alors, du coup, là, vous parliez de psychopathe et vous parliez aussi de passif-agressif. Le pont, pour moi, évident, je parlais tout à l'heure d'éducation, mais il y a un autre pont auquel moi je pense évidemment, et je pense que les personnes qui nous écoutent vont y penser aussi, c'est les relations amoureuses. C'est-à-dire, j'ai la sensation que évidemment, on est toujours attiré par des personnes qui nous correspondent pas nécessairement, mais qui répondent à nos névroses. C'est-à-dire souvent dans les relations amoureuses, on a des névroses qui se parlent. Comment on les repère et comment on essaye de les éviter. Et juste pour histoire de posture de corps, ça me fait sourire parce que j'ai une nouvelle thérapeute, donc qui est pas du tout une psychothérapeute classique, et qui m'a dit tu verras dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on aura bien travaillé ensemble, on te reconnaîtra plus en fait parce que ta posture de corps a changé. Donc elle était totalement là-dedans. C'est évident. Mais, pardon, c'est évident. Une petite parenthèse, mais non, et c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand le travail va à ce niveau de profondeur, et il faut bien comprendre que ça agit alors dans le cerveau reptilien, ça change les réflexes automatiques qui engendrent un changement de posture et parfois même un changement de structure, parce que quand une posture s'installe sur la durée, vous le voyez d'ailleurs chez des personnes âgées, eh bien les corps sont déformés et la structure est profondément impactée. Mais de la même manière que quand on libère toutes ces peurs et que ça se reprogramme dans le cerveau reptilien, on a des corps qui s'ouvrent, qui sont plus fluides, qui sont plus vivants, où l'énergie circule de façon plus harmonieuse, je dirais. Hein. Et du coup, des corps aussi qui sont protégés par rapport à la maladie, parce que toutes ces tensions, tous ces
déviations dans la circulation de l'énergie, et ça les orientaux, je faisais référence au Qigong, mais les orientaux nous l'ont tellement bien montré, tous ces changements au niveau de la circulation de l'énergie peuvent être très délétères sur le fonctionnement du corps dans sa composante purement matérielle pour le coup, purement biologique. Maintenant, vous parlez de la relation amoureuse. Oui, c'est magnifique parce que d'abord, qu'est-ce que l'amour ? Vous savez, je vais avoir 59 ans dans quelques jours, et plus j'avance en âge, plus je me dis que l'amour, c'est la rencontre de deux êtres blessés qui voient dans l'opportunité de cette rencontre une occasion de guérir leurs blessures. Mais malheureusement, comme ils ne le voient pas, comme ils ne le savent pas, eh bien ils se reblessent bien souvent parce que ils viennent avec leurs blessures et la peur de perdre, le besoin de contrôler ou la tendance à se soumettre, et on rejoue le drame. Et en fait, cet amour qui est souvent synonyme d'attachement, de peur de perdre le lien justement, et qui engendre toute ce bordel du jeu de domination, d'influence, de pouvoir, de négation parfois de l'autre, d'utilisation de l'autre jusqu'à lui mentir. Eh bien, ça peut être tellement plus beau, tellement plus vaste, tellement plus grand, si tout d'un coup le cœur s'ouvre vraiment, qu'on est capable de regarder que chez nous il y a toute cette souffrance, toutes ces peurs et toute cette névrose, qu'on peut non plus diaboliser l'autre ou en vouloir de quoi que ce soit à l'autre, mais se rendre compte qu'il est lui ou elle aussi dans cette situation, et qu'alors ensemble on aille plus loin. Qu'alors on trouve les solutions pour se parler vrai, comprendre les vrais besoins et de quitter l'attachement pour aller dans l'amour sans condition, l'amour inconditionnel, qui peut même dans une histoire de couple, quel que soit le couple, un couple professionnel, amical, et évidemment le couple sentimental est celui où tout ça est le plus fort, mais toutes les associations sont des rencontres de deux enfants blessés quelque part, mais dans le couple sentimental, alors, on peut espérer que il y ait quelque chose qui s'installe de l'ordre de ce profond respect de qui est l'autre et de qui je suis. Et si je me rends compte que moi et l'autre, nous ne pouvons pas vivre ensemble au niveau de nos personnalités, nos âmes, nos essences de vie peuvent s'accorder en se disant faisons chacun notre chemin de notre côté, mais sans pour autant nous détester, sans pour autant nous en vouloir, sans pour autant croire que nous perdons de la valeur parce que nous perdons ce type de relation. Mais tout ça, c'est une invitation, c'est un chemin spirituel, un chemin de compréhension de l'esprit, d'éveil de la conscience. Mais donc l'amour véritable est accessible, malgré tout. Je le crois, et c'est plus qu'une croyance, j'en ai la foi. Moi, je fais la différence entre la croyance et la foi, parce que la croyance, c'est quelque chose auquel mon mental peut adhérer parce que ça le séduit ou parce que ça lui paraît logique. Mais je sais aussi que il suffit de changer les données d'équation et tout d'un coup, mon mental peut adhérer à une autre croyance. Par contre, la foi, en ce qui me concerne, c'est une évidence. Et ce n'est pas de l'ordre de la croyance, c'est simplement le résultat d'une expérience. L'évidence naissant de l'expérience. Et en ce qui me concerne, les rencontres professionnelles, amicales et en particulier aussi sentimentales ont été les occasions de me rendre compte que oui, on peut quitter ce bac à sable, cette espèce de jardin d'enfants blessés et aller vers quelque chose de grand. Et en ce qui me concerne, même si je peux le dire, ce n'est pas toujours simple encore aujourd'hui à vivre, à faire le deuil de certaines illusions, certains rêves que j'avais, mais en même temps, il y a une grande joie d'être arrivé après 25 ans de vie de couple à reconnaître que nos évolutions respectives avaient fait que nous étions dans des aspirations tellement éloignées qu'au quotidien, notre couple n'avait plus de sens parce qu'il ne parvenait plus à être fécond. Et je crois qu'un couple n'est fécond, n'a de justification que s'il est là pour créer. Alors on fait des enfants, mais après on a un projet, il y a une fécondité et déjà une joie. Et si ce n'est plus là, eh bien pourquoi se disputer, pourquoi s'en vouloir ? Aimons-nous jusqu'au bout
et offrons-nous la possibilité de continuer nos expériences, plus forcément dans la même nature de lien. Pour moi, aucun lien ne devrait être rompu, aucun lien ne devrait être brisé, mais tous les liens devraient être sans arrêt réajustés et en évolution. Parce que la vie, c'est des liens. Et couper un lien, c'est couper la vie. Mais faire évoluer le lien, c'est respecter la vie dans ses potentialités les plus grandes. Ouais, totalement. Et alors, justement, vous parlez, donc on parle beaucoup de liens, donc vous avez bien compris que tout mon sujet c'était le lien, mais en même temps ça semble assez évident par rapport à mon profil. Et en même temps, on parle de posture juste. Vous parlez beaucoup de la méditation, mais aussi du yoga. On m'avait fait cette remarque qui était que en Occident, on était déjà beaucoup dans notre tête, beaucoup trop dans notre tête et pas assez dans notre corps, ce que vous semblez dire aussi, et que du coup, notre approche de la méditation, en général, était beaucoup trop intellectuelle et pas assez corporelle. Je sais pas, et c'est vrai que dans la manière dont vous le décrivez dans le livre, l'approche de la méditation est extrêmement corporelle, et moi, quand je médite, je le faisais un peu de, entre guillemets, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais de mauvaise manière, c'est-à-dire que j'étais quand même, malgré tout, même si j'essayais de ressentir dans mon corps, quand même pas mal dans ma tête. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un tout petit peu ? Oui, parce que pour beaucoup de gens, la méditation, c'est une façon de ne pas penser. Ça, c'est juste impossible, sauf quand on atteint des états très profonds de la méditation où tout d'un coup le mental se désactive et la conscience est pleinement réalisée, pleinement éveillée. Mais au départ d'une méditation, il ne s'agit pas de ne pas penser, il s'agit d'être présent à ses pensées et de ne pas s'y attacher. Et en étant dans cette attention au phénomène de l'instant, sensations, émotions, pensées, le mental va s'apaiser. Et la méditation est pour moi le moyen le plus efficace, même si j'aime pas ce mot, mais le moyen le plus sûr d'avoir un apaisement du mental. Maintenant, il est vrai que beaucoup de gens croient que cet apaisement du mental passe par un exercice mental. Or, c'est tout le contraire, parce que si vous faites un exercice mental, vous activez le mental. Il y a même des méditations, et c'est une grande mode aujourd'hui, qui se disent guidées, on guide les méditations, ce qui est une aberration en soi, puisque on stimule le mental en guidant. On lui plaque des images, on lui dit de penser ça ou de s'imaginer ça. Donc on renforce l'activité du mental. Et je comprends les moines zen qui laissent le méditant ou l'apprenti méditant devant son mur, attendre que ça lâche. Mais en même temps, il m'arrive de guider la méditation juste pour donner des repères qui après constitue une carte, mais ce qui compte, c'est pas de regarder la carte, c'est pas d'écouter des audios qui expliquent comment méditer, c'est de visiter le territoire. Et donc, c'est de faire l'expérience de cette présence à ce qui est. Et instant après instant, progressivement, le mental va s'apaiser et ça sera d'autant plus fort, d'autant plus rapide d'ailleurs, que le corps sera convoqué. Parce que quand le corps se détend, le mental s'apaise. Et c'est pour ça que la manière dont j'encourage à méditer, elle est tantrique. C'est-à-dire que le tantra, c'est une très très vieille tradition qui vient sans doute de la nuit des temps, qui a été codifiée dans le nord de l'Inde et qui a inspiré toutes les philosophies de l'Orient, à commencer par l'hindouisme et puis le bouddhisme. Mais le tantra, c'est la conscience de l'énergie de la conscience. Et les moyens, ce ne sont pas que des exercices sexuels, mais la sexualité peut être une voie tantrique importante puisqu'elle touche à l'énergie, de vie et vécue en conscience, elle permet précisément d'en être le maître de cette énergie de vie, non pas pour la colmater ou la réprimer, mais pour la canaliser, l'utiliser, la magnifier aussi. Et du coup, dans une approche tantrique, une méditation se fait le corps présent, mobilisé par la respiration, par une conscience du souffle, par une conscience de la détente qui s'installe à l'occasion de la propagation de ce souffle, et éventuellement même par du mouvement.
Et c'est sans doute pour cela que l'Orient a gardé des voies spirituelles beaucoup plus basées sur le physique que celles de l'Occident, parce qu'en Occident, en tout cas c'est une interprétation ou une vision que j'en ai, et elle est sans doute pas complète, mais ce qui s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, quand des philosophes nous ont dit que l'être humain était en dehors de la nature, qu'il était au-dessus de la nature parce qu'il avait un mental pour penser le monde, et ça nous a coupé de la nature et de ce corps. Et alors on a pensé notre corps, mais on l'a de moins en moins vécu. Alors qu'en Orient, grâce au Tantra qui a inspiré toutes ces approches, de l'Inde jusqu'à la Chine et au Japon, eh bien, le corps est resté central. Et du coup, la méditation, les Occidentaux l'ont compris que dans son aspect purement statique et presque intellectuel, alors que l'Orient a toujours proposé de méditer en d'abord mobilisant le corps. C'est pour ça qu'il y a eu le yoga, qui prépare le corps à la méditation assise. C'est pour ça qu'il y a eu le Qigong, le travail du Qi, le travail de l'énergie, le Qigong interne suivant d'abord le Qigong externe. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, je crois qu'il est intéressant, important même, à présent que un bon nombre de nos concitoyens en Occident disent que méditer, ça fait du bien, que d'être dans cette mindfulness, dans cette pleine attention, qu'on appelle pleine conscience, mais qu'il ne me paraît pas juste de dire. On aurait dit full consciousness si ça avait été pleine conscience. C'est pleine attention, plein de mental qui s'autorégule pour s'apaiser. Eh bien, quand on comprend l'intérêt de tout ça, il est temps d'y ajouter le corps. Il est temps de dire, maintenant que vous avez compris que ça vaut la peine, eh bien, méditez avec votre corps. Méditez en respirant profondément. Méditez en ouvrant votre poitrine, en ouvrant ce cœur. Et vous verrez que les effets seront beaucoup plus profonds, que l'apaisement du mental sera encore plus important et que l'éveil de la conscience se fera encore plus, de manière plus lumineuse. Et vous le guidez bien dans votre livre d'ailleurs. Il faut d'ailleurs moi-même il faudrait que je note au moins parce que vous parlez de cartes. On pourrait comparer ça à un appartement avec différentes pièces qu'il faut visiter les unes après les autres. Mais il faudrait que je note le plan pour que je puisse m'en souvenir ensuite. Oui, c'est un plan assez facile finalement parce que quand on voit comment le corps est construit et il y a une vraie science de cela venant de l'Orient, parce que nous avons nous une science biologique, chimique, etc. Mais il y a une science qui a utilisé d'autres représentations pour parler de la même chose. C'est la science la Veda de l'Ayur, la science de vie, l'Ayurveda, qui est la grande tradition de la connaissance du vivant et donc de la médecine en Inde. Et cette tradition nous parle de différents étages du corps, de différentes zones du corps que l'on appelle chakras, peu importe le nom qu'on va leur donner, mais ces zones ont non seulement une localisation anatomiques, mais elles ont aussi une fonction biologique à travers les glandes qui sont reliées, à travers les organes qui sont reliés, et c'est fascinant de découvrir, j'espère que dans le livre on sent ça, de découvrir la logique de ce corps, la logique du vivant. Rien n'a été laissé au hasard parce qu'il y a une grande intelligence du vivant. Et nous en sommes une expression. Donc quand on comprend ça et qu'après on visite étage par étage en respirant, en libérant, en laissant l'énergie circuler, la vie connaît le chemin, il passe toujours par où c'est étendu. Donc en se détendant, le chemin se fait. Eh bien non seulement le corps est redynamisé, réénergisé, mais la conscience est en mouvement. La conscience s'éveille et les sens et dans tous ces aspects, la conscience émotionnelle, physique, intellectuelle, la conscience spirituelle, enfin, je pourrais parler des heures de tout ça, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et ce qui est d'autant plus magnifique, je me permets de juste rajouter ça, c'est que quand j'avais écrit La solution intérieure, qui était un livre qui se voulait faire le lien, on reparle de lien, entre un grand nombre d'approches thérapeutiques différentes de celles que nous avons dans notre culture dite de la médecine conventionnelle, basée sur les évidences scientifiques.
Eh bien, quand on fait le lien entre toutes ces médecines, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Et qui ont une connaissance réelle avec des systèmes d'expression, de métaphores pour en parler, mais qui ont toute une valeur. Et cette valeur, on ne peut pas toujours la comprendre intellectuellement, mais on peut la vivre comme une évidence quand on en fait l'expérience à travers la pratique du yoga, du qigong, de cette méditation tantrique, par exemple. C'est tellement intéressant. En fait, moi aussi, je crois, en parler pendant des heures avec vous, mais après, il faudrait que je vienne dans votre école. En fait, finalement, c'est ce que je me dis. Oui, parce que parler, c'est une chose. Vous savez, je crois que les livres et la parole, comme ce que nous faisons, ont une fonction magnifique, c'est que ils réinforment le mental. Et ils invitent le mental à sortir de ses croyances ou de ses visions présupposées de la réalité et faire d'autres expériences. Mais après, il faut faire des expériences. À l'école, à la posture juste, nous, on parle d'un programme d'initiation et d'accompagnement à la posture juste, parce qu'il s'agit vraiment d'une initiation. Alors, certains vont dire, mais dans quelle secte je suis tombé? Il ne s'agit pas de ça, mais vraiment de se dire que l'initiation est basée sur l'expérience. Dans toutes les cultures, on fait une expérience et alors ça devient une évidence qu'on peut intégrer à sa vie et qui est tout à fait intégrable puisque le cerveau en a fait l'expérience. Complètement. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Ah, oh là là. Eh bien, c'est marrant parce que Vlan, c'est le nom d'un hebdomadaire qui sort en Belgique. Et où je le consultais souvent dans le passé quand je cherchais un appartement à louer ou parce qu'il y a plein de petites annonces dans ce journal. Mais en même temps, à quoi je fermerais la porte? Mais au mensonge et à la malhonnêteté. Mais vous savez, la malhonnêteté, elle est souvent inconsciente, dans le sens où on croit être honnête avec soi, mais on est à un niveau tellement superficiel de contact avec soi que, en fait, on n'est pas vraiment honnête puisque on n'a pas vu ce que nous étions réellement. Et nous sommes cette personnalité avec tous ses côtés sombres et pathétiques et névrotiques, mais nous sommes aussi cette conscience qui peut le regarder et ce cœur qui peut s'ouvrir sur tout ça. Et donc, moi, j'aimerais qu'il y ait tellement plus d'honnêteté avec soi, mais en profondeur, et d'authenticité avec les autres, de dire qui nous sommes, et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de tout ce bordel qui nous habite, parce qu'il faut jamais oublier que derrière tout ce bordel, nous sommes de la lumière, nous sommes de la conscience. Et donc, j'ai envie de claquer la porte à tous ces gens qui nous font croire que ils sont authentiques, qui sont honnêtes, et qui n'ont pas fait un tout petit chemin pour regarder qu'il y a beaucoup plus que ce qu'ils croient. Et je dis pas qu'ils sont méchants et qu'ils ont voulu nous tromper, mais en même temps, à force de se comporter dans cette forme d'ignorance et d'inconscience, ils nous trompent. Et c'est parfois très dur d'être dans un monde fait que de mensonges, de raccourcis, on va plus au fond des choses. Et je voudrais claquer, tout simplement, je fais référence à ça, la porte à cette crise de la Covid-19 qui, pour moi, est la révélation du niveau de non-conscience de notre civilisation, du fait que notre civilisation est totalement déshabitée de l'esprit, totalement déshabitée pas de l'esprit du mental, parce qu'en français, souvent, on confond le mental avec l'esprit. Non, l'esprit, le souffle de la conscience, qui regarde ça sans tabou et qui ose regarder toutes les incohérences, toutes les mensonges, toutes les contradictions, toutes les imperfections, et qui ose les regarder plutôt que de faire croire qu'on gère une situation qui, à mon sens, n'est absolument pas gérée. Totalement. Ça pourrait rouvrir une autre conversation que je ne vais pas faire maintenant, mais qui est très prometteuse. Et puis on pourrait très vite tomber dans la polémique, mais justement, il faut pas tomber là-dedans, mais il faudrait pouvoir, à l'aune ou à la lumière des grands principes de vie, de se dire, mais qu'est-ce que nous faisons là? Et vous voyez, c'est un peu prétentieux de parler de posture juste, mais la justesse, c'est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Et il est évident que vous, Grégory, ou moi, on va pas s'adapter de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes contingences, les mêmes. Bon, donc la justesse est relative.
Mais en même temps, je crois qu'il y a, et ça c'est mon expérience de méditant qui me le fait ressentir comme une évidence, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas relatif. Il y a une valeur suprême à tout qui est la vie. Et du coup, essayons de comprendre les lois de la vie, essayons de comprendre les lois de cause à effet, essayons de comprendre ce qu'elle nous demande pour vraiment bien la respecter. Et alors, il y aurait sans doute une justesse absolue qui serait notre capacité de nous adapter aux circonstances de l'existence sans les nier, mais en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Et je crois que quand on fait les ajustements qui amènent à cette posture juste, on favorise cette vie, on empêche les tensions de s'installer, les conflits de durer, on empêche les inhibitions ou les meurtres carrément, parce que on peut tuer l'autre, hein, et pas qu'avec un poignard, on peut tuer l'autre avec des mots. On empêche tout ça et on favorise l'émergence de toujours plus de vie. Et j'ai l'impression qu'on n'est que là pour ça. Favoriser l'émergence de toujours plus de vie. Ça me semble Or, je ne suis pas sûr que dans la manière dont on vit aujourd'hui, nous le faisons. Je crois qu'on est tellement en train de vouloir contrôler la vie, on en a tellement peur d'ailleurs, et on a tellement peur d'un de ces aspects qui s'appelle la mort, qui n'est qu'un des aspects de la vie, eh bien qu'on devient anti-vie. Et ça m'a parfois mis en colère, mais je vais vous dire surtout ça m'attriste, parce que je dis waouh, on peut faire beaucoup mieux que ça. Et certains humains l'ont montré, d'autres civilisations que la nôtre l'ont montré, et donc pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Totalement. Merci beaucoup Thierry. Ben merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.